Bonjour à tous et bienvenue sur Totis dans cette conférence dédiée à Burgundy School of Business. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Boursieux, qui est directeur général de BSB. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors pour commencer Stéphane, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Stéphane Boursieux, directeur général de BSB depuis bientôt 17 ans. Burgundy School of Business, on va en parler dans quelques instants. Alors justement, une vidéo consacrée à BSB et à toute la stratégie en lien avec cette grande école. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ce qu'est cette grande école ? BSB, Burgundy School of Business, c'est une école qui a été créée en 1899 sous un nom qui à l'époque était ESC Dijon. BSB, c'est seulement depuis 2016. Donc, grande école de management, fondatrice de la conférence des grandes écoles, école de management basée initialement à Dijon, mais qui depuis a connu de fortes évolutions puisqu'on est basé maintenant à Dijon, à Paris et à Lyon. Aujourd'hui, c'est 3300 élèves, 2400 sur le campus de Dijon, au niveau undergraduate, bachelor, graduate, le master grande école, postgraduate, les Master of Science, et puis une spécificité dont on parlera peut-être, qui est la School of Wine and Spirit Business. Et puis un deuxième gros campus qui est le campus lyonnais, qui a été conçu il y a une dizaine d'années maintenant et qui connaît depuis une croissance forte, puisque en 2019, juste pour vous donner un petit marqueur, en 2019, on avait 214 étudiants à Lyon. En 2022, à la rentrée de 2022, on en avait 840. Et l'objectif, mais je crois qu'on en parlera tout à l'heure, c'est de continuer de grandir de manière assez forte pour pouvoir développer notre campus lyonnais et finalement marcher sur deux jambes, une jambe dijonnaise et une jambe lyonnaise. Merci Stéphane pour cette première réponse. Alors justement, une grande école, mais plusieurs formations. Est-ce que peut-être rapidement, vous pouvez revenir un peu sur les formations proposées à BSB ? Bien sûr. Donc la première formation, c'est au niveau post-bac, c'est le bachelor, qui est un programme en 3 ans qui confère le grade de licence, qui est la reconnaissance la plus importante au niveau du bac plus 3. Donc nos élèves reçoivent le grade de licence. C'est un programme généraliste, plutôt orienté marketing et business, avec tous les fondamentaux du management et puis en dernière année des spécialisations en digital, dans le business, dans tout ce qui relève de l'œnotourisme, dans tout ce qui relève du développement durable. Il y a un ensemble de spécialisations. Ce que j'ai pas précisé, c'est que ce bachelor, il est disponible en français et en anglais et il est réalisé à Dijon et à Lyon. On a les deux possibilités qui sont ouvertes et on passe évidemment par Parcoursup sur ce bachelor-là. Ça, c'est le premier programme, le premier bloc, c'est 1000 élèves. Globalement, c'est 1000 élèves entre les étudiants français et les étudiants internationaux. Je reviendrai peut-être sur les étudiants internationaux un peu plus tard. Le deuxième gros bloc, c'est le Master Grande École, c'est le programme historique qui s'appelait Subdeco, ESC, Programme Grande École, MGE, enfin il a tous les noms, mais c'est le Master Grande École qui confère le grade de Master pour la durée maximale de 5 ans. On fait partie des écoles qui depuis 4 sessions successives ont le grade de Master pour la durée maximale de 5 ans. La caractéristique de ce programme, c'est un programme généraliste en management. On y fait de la finance, du marketing, de la stratégie, de l'économie, du contrôle de gestion, de la gestion des ressources humaines, de la supply chain, de la logistique. Bref, toutes les dimensions classiques qu'on retrouve dans un master grande école, avec une articulation entre une première année très généraliste, post-classe préparatoire ou post-admission parallèle, une deuxième année qui est complètement customisable, avec uniquement des cours électifs. Donc on choisit les cours que l'on veut, les parcours que l'on veut, on construit son parcours et c'est une des fortes spécificités de BSB. Et puis la troisième année, qui est une année d'expertise, de spécialisation, avec des spécialisations classiques, un semestre de cours, un semestre de stage, ou la possibilité de faire des doubles diplômes de type Master of Science, donc des programmes en anglais, qui sont réalisés par BSB dans les domaines d'expertise de pointe de BSB. On pourra y revenir, comme le data science, comme le wine management, comme arts and cultural management, comme luxury management and innovation, pour ne citer que quelques exemples. Et puis le troisième pôle de l'école, c'est le pôle qui s'appelle la School of Wine and Spirit Business, école qui a été créée il y a 10 ans, dédiée au monde du management des vins et spiritueux, une école qui vise à travailler dans le domaine des vins et spiritueux, pas dans ce qui se passe dans le verre. Ce qui nous intéresse, c'est pas de former des vignerons. Ce qui nous intéresse, c'est de former ce qui se passe autour du verre. L'économie du vin, le marketing du vin, la communication du vin et des spiritueux, l'import-export, la logistique, la finance des vins et spiritueux. Bref, de former des experts de management dans ce domaine des vins et spiritueux. Mais quand on est dans le domaine des vins et spiritueux, on s'intéresse quand même un peu à ce qui se passe dans le verre. Parce qu'à un moment donné, c'est un produit passion. On peut pas aller dans ce secteur-là si on n'a pas une passion pour le monde des vins et spiritueux. Et donc, il faut aussi être capable
de connaître les produits, de connaître les vins, de connaître les spiritueux, d'en parler, de les découvrir, de les déguster, de les exprimer, et ça fait partie de la formation. Voilà un peu rapidement dressé le panorama. 3300 élèves, dont 900 étudiants internationaux de 70 nationalités cette année. Merci Stéphane pour cette réponse. Donc, dans cette première partie, l'idée c'était de se focaliser sur BSB hier, aujourd'hui et demain. Et donc, première question dans cette partie, plus sur la trajectoire et un peu l'histoire de BSB, le chemin qui a été parcouru pour en faire ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors BSB, c'est une école qui a été créée en 1899. C'est une école ancienne qui a été créée, et ça mérite d'être souligné, par un entrepreneur. Elle n'a pas été créée par sa chambre de commerce à l'époque, elle a été créée par un entrepreneur qui était allé voir les gens du monde du vin et les gens de l'industrie en leur disant « Vous avez besoin de commerciaux, donnez-moi des sous et je vais créer une école ». Il a même donné sa maison pour créer l'école, et puis il l'a développée durant les 20 premières années du XXe siècle. Et puis ensuite, il l'a transférée à la chambre de commerce. Moi, je suis arrivé en 2006. À l'époque, il y avait 1000 élèves. Il y avait 1000 élèves qui étaient essentiellement sur un tout petit bachelor et sur le master grande école. Aujourd'hui, il y a 3300 élèves. Donc, on a connu une vraie évolution, une vraie trajectoire, une belle évolution. Et l'objectif, c'est de continuer de faire grandir BSB à la fois en France, à l'international et sur nos campus de Dijon et nos campus de Lyon. Depuis 20 ans, on voit qu'il y a une augmentation un peu de la concurrence, si je puis dire. Comment est-ce que vous analysez ça aussi et comment vous avez réussi un peu à positionner BSB comme une école aujourd'hui attractive ? Alors, l'augmentation de la concurrence, on la voit, on la vit, elle est nationale et elle est internationale puisque l'éducation, c'est un marché mondialisé. C'est un marché extrêmement concurrentiel, historiquement les Américains, les Britanniques, mais on voit débouler de manière extrêmement puissante les Chinois, les Indiens. Donc, il s'agit d'être extrêmement compétitif. Comment être compétitif ? D'abord, être excellent d'un point de vue académique. Et ça répond aux accréditations internationales, les 3 grandes accréditations, ACSB, EQUIS, en bas. Il est clair qu'il faut avoir cette triple accréditation, cette triple couronne, pour pouvoir être crédible au plan international et mondial. BSB fait partie des 1% des business schools qui ont maintenant la triple couronne, les 3 grandes accréditations, et c'est un élément de crédibilité fort. Et puis, si je devais transcrire cela pour les étudiants, qu'est-ce que ça apporte, cette triple accréditation, au-delà d'une réputation ? C'est tout simplement le moyen de travailler avec les meilleures institutions internationales, de pouvoir travailler avec des écoles elles-mêmes triple accréditées, et c'est une vraie plus-value de pouvoir travailler avec les meilleures institutions en Asie, en Europe, en Océanie, en Afrique, en l'occurrence. Pour les prochaines années, quelle trajectoire allez-vous avoir et quels sont les grands points du plan stratégique que vous avez dévoilé ? Alors Up 2027, c'est le plan stratégique qu'on a dévoilé à l'automne dernier. L'objectif, il est où ? D'abord, c'est de continuer sur cette trajectoire d'excellence académique, donc de continuer d'investir dans des programmes d'excellence, des programmes de pointe qui sont liés avec les expertises académiques, les professeurs de l'école, et puis les relations que nous avons avec des entreprises dans des domaines, par exemple comme le data science, le big data, l'intelligence artificielle, les green technologies, tout ce qui est wine and spirit business, art et management de la culture. Voilà quelques domaines d'expertise de pointe de l'école, luxury management également, quelques domaines d'expertise de pointe de l'école sur lesquels on investit en termes de facultés, de professeurs, pour pouvoir renforcer notre expertise, renforcer notre lien avec les entreprises, développer des programmes et puis gagner cette légitimité vis-à-vis du monde des entreprises et du monde académique. La deuxième dimension, c'est de positionner l'école de renforcer notre positionnement sur ce qui fait la force de BSB, qui est l'accompagnement. C'est un domaine sur lequel on a culturellement, historiquement, un temps d'avance avec plein de dimensions qui vont de la pédagogie que nous déployons à la manière dont on accompagne nos étudiants, à la structure même de l'école, l'organisation de l'école. Toutes ces dimensions sont mises au service de l'accompagnement de nos élèves, de la proximité vis-à-vis de nos élèves, et on investit fortement dans cette dimension-là pour garder un temps d'avance, en termes d'expérience étudiant, de service aux étudiants, de satisfaction étudiant. On en parlera, je crois, dans quelques instants. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on reste au niveau français et international, une référence en la matière. Très clair, merci encore une fois Stéphane. Alors depuis votre arrivée en tant que directeur de BSB, est-ce qu'il y a une décision ou plusieurs qui ont fait selon vous cette prise de dynamique par exemple sur le classement CIGEM ou même dans d'autres classements? Est-ce qu'il y a une ou deux décisions qui ont pu modifier les choses? Alors sur le classement CIGEM, en 2012, on était à la 22e place. On a gagné, grosso modo, un peu moins d'une place par an au cours des 10 dernières années. Quelle a été la décision qui a tout changé? C'est d'assumer le fait qu'on soit une petite école, qu'on n'ait pas fusionné. C'est d'assumer le fait qu'être une école de taille modeste,
volontairement, c'était un moyen de créer une force de différenciation. Et cette force de différenciation, c'est sur l'accompagnement de nos étudiants. Pourquoi on est très fort sur l'accompagnement de nos étudiants et sur la satisfaction étudiante, hein. On est dans les locaux de Choose My Company, et en l'occurrence, Choose My Company, c'est le classement Happy at School. La première année, on était 3e. La deuxième année, on était 3e. La troisième année, on était 1er. Quatrième année, on est encore dans cette tendance-là. Donc l'objectif, c'est d'assurer la satisfaction de nos étudiants par l'accompagnement, par la proximité. Et on peut le faire parce qu'on a cette taille humaine, cette capacité à connaître nos étudiants, à être au contact avec eux. Pour tout vous dire, j'étais samedi à la cérémonie de remise des diplômes de l'école. On avait 3500 personnes au Zénith de Dijon. Et tous les étudiants qui montaient sur scène, soit moi, soit les collègues qui étaient sur scène, on les connaissait. On avait une histoire avec eux, on les avait accompagnés à un moment ou à un autre, et quelque part cet ADN il est unique et il contribue à la différenciation de l'école et à nous faire progresser dans cet environnement concurrentiel que vous indiquiez. Effectivement. Alors en miroir avec ce que vous venez de dire, depuis les années 2000-2010, il y a eu donc des fusions, des alliances, etc. Comment est-ce que vous garantissez en tant que directeur une croissance, parce que les écoles se doivent de croître quand on voit la concurrence française, européenne et internationale, tout en sans fusionner, tout en garantissant ce que vous disiez, donc le bien-être étudiant, etc. Alors on a choisi de ne pas fusionner, ça a été un choix à l'époque et qu'on assume totalement. Alors c'est un choix qui parfois nous pénalise dans certains classements qui privilégient les volumes. C'est sûr qu'on n'a pas 10 000 étudiants, on n'a pas 200 profs permanents, on a 3300 étudiants, 82 professeurs permanents, un excellent ratio d'encadrement d'ailleurs, et c'est peut-être plus le ratio que la valeur absolue sur le nombre de professeurs qui est intéressante à regarder en termes d'accompagnement, de proximité vis-à-vis des étudiants. Comment est-ce que, malgré notre petite taille, on reste attractif ? Justement, c'est en jouant sur cette qualité d'accompagnement, sur ce relationnel fort avec les étudiants, sur ce lien fort qui fait que nos étudiants sont profondément attachés à l'école et que quand ils ont l'occasion d'en parler, comme dans Choose My Company, ils en parlent positivement et qu'on ressort parmi les meilleurs, voire la meilleure école en matière d'expérience étudiant. Effectivement. J'aimerais qu'on s'arrête maintenant sur le campus de Lyon. Ouais. Pourquoi avoir choisi Lyon il y a un peu plus de 10 ans ? Et aujourd'hui, qu'en est-il de ce campus ? Alors si le maire de Dijon n'écoute pas, j'allais vous dire c'est parce que c'est la plus belle ville du monde, mais je suis lyonnais donc je suis totalement non objectif. Donc je vais sortir de cette argumentation qui est fallacieuse pour aller sur des choses plus rationnelles. Pourquoi on a choisi Lyon il y a 10 ans ? Parce qu'il y a 10 ans à Lyon, il n'y avait pas de bachelor. Il n'y avait pas de bachelor de grande école de management. L'EM Lyon n'en avait pas encore. À l'époque, l'ESCA n'était pas implanté. Et donc, il y avait l'ESDES n'avait pas de bachelor. Donc, il y avait une réelle opportunité de mettre un bachelor en 3 ans à Lyon et de préempter quelque part une position de référence. C'est ce qu'on a fait. Et puis, on a développé le master grande école et puis on a développé les Master of Science. Aujourd'hui, il y a 840 étudiants et on a un grand projet pour les 2-3 années qui viennent. On aura l'occasion, je pense, d'en parler. Et l'objectif, c'est de continuer de développer Lyon. Alors pourquoi Lyon ? Parce que c'est la deuxième ville de France, c'est le deuxième bassin économique avec la région Rhône-Alpes qui a une vraie dynamique, une vraie attractivité, c'est une ville extrêmement internationale. On retrouve Euronews, on retrouve Interpol, et donc c'était un vrai pendant, un vrai complément à Dijon. Il ne s'agit pas de déshabiller Dijon, loin de là, on a continué d'investir sur Dijon, et l'objectif c'est de continuer d'investir dans le développement de Dijon, mais il s'agit de travailler sur 2 jambes, et finalement à terme, à l'horizon 2028-2029, d'avoir 2 campus à 2500 étudiants. Et je reviens sur un élément important que vous avez indiqué tout à l'heure, vous avez dit votre question était comment est-ce qu'on préserve cet ADN tout en continuant de grandir. Vous avez raison, il faut continuer de grandir parce qu'il y a ce qu'on appelle des phénomènes de taille critique. Il faut avoir une taille minimum pour pouvoir avoir les grandes accréditations internationales. Donc il faut grandir. Et comment est-ce qu'on grandit d'un côté tout en préservant un ADN de proximité de l'autre ? Eh bien tout simplement en disant à un moment donné, il y a une taille maximum. Cette taille maximum, on l'a atteint à Dijon, 2500 étudiants. Eh ben, on va répliquer le modèle ailleurs. Et l'idée a été de dire, on va créer un 2e campus à Lyon qui va monter à 2500 étudiants, ce qui va permettre de garder cette proximité, cette relation de lien très fort avec nos étudiants. Et puis, peut-être que demain, quand on aura 2500 étudiants à Dijon et 2500 étudiants à Lyon, on se posera la question de mettre 2500 étudiants ailleurs. D'accord, merci Stéphane. Alors justement, pour revenir là-dessus, j'aimerais qu'on parle maintenant de Pathfinder. C'était une des annonces. Et puis, même si on l'a déjà évoqué un petit peu, sur l'expérience étudiante, par exemple, cas concret, comment est-ce que vous garantissez la même expérience étudiante à Lyon et à Dijon ? Alors Pathfinder, qu'est-ce que c'est ? C'est
une reconstruction complète de l'accompagnement étudiant. Je le disais, l'accompagnement étudiant, c'est l'ADN de l'école, la proximité, c'est l'ADN de l'école. La proximité, elle passe par quoi? Première chose, par la salle de classe. Tous les cours se passent en salle de classe à BSB, il n'y a pas de cours en amphi. Il n'y a pas de cours en e-learning. Il y a du e-learning pour accompagner, pour pouvoir avoir des compléments, mais les cours se passent en salle de classe. Un professeur 20 élèves, un professeur 40 élèves, c'est la taille maximum. Et pourquoi c'est absolument fondamental? Parce que cette proximité qu'on trouve en salle de classe, c'est le premier échelon de l'accompagnement de nos étudiants. Si on veut bien accompagner un étudiant, il faut le connaître. Et pour le connaître, moi, j'ai rien trouvé de mieux que la salle de classe. Et je parle en tant que professeur. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est qu'on a construit avec Pathfinder un dispositif d'accompagnement extrêmement précis, d'accompagnement depuis le premier jour à l'école jusqu'au premier jour en entreprise, qui vise à accompagner nos élèves dans la construction de leurs projets professionnels, personnels, de les aider pas à pas. Il y a des élèves qui ont des projets très cadrés quand ils arrivent. Eh bien, on est là pour finalement les conforter, les consolider. Puis on a des élèves qui sont complètement pas perdus, mais qui aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils veulent faire au moment où ils arrivent à l'école. Et j'allais dire, c'est normal, quand vous sortez d'une classe prépa pendant 2 ans, vous avez fait un investissement académique, vous n'avez pas fait un investissement de nature professionnelle, vous n'avez pas fait de stage, vous n'avez pas forcément passé du temps en entreprise, donc il va falloir du temps pour se construire, y compris avec un jeu d'essai-erreur. On va commencer dans une voie en se disant « Tiens, j'aime le luxe, ça m'intéresse peut-être de travailler dans le marketing du luxe. » Puis après un premier stage, on dit « Moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. » Ou « J'ai envie de travailler dans la finance. » Et puis une fois qu'on a fait un premier stage dans la banque, de se dire « C'est exactement ce que j'ai envie de faire. » L'objectif, c'est de laisser du temps à nos élèves, d'expérimenter, de faire des jeux d'essai-erreur dans les salles de classe, dans les événements en dehors de la salle de classe, dans plein d'expériences qui sont envisageables pour leur permettre de se construire. Et nous, on est là pour les accompagner pas à pas, les aider à mieux se connaître, les aider à se découvrir, les aider à conforter leur position, et puis une fois qu'ils ont fait des choix, les aider à construire une trajectoire cohérente. Et Pathfinder, c'est un dispositif totalement innovant, avec de l'intelligence artificielle, avec des coachs, beaucoup d'humanité. C'est pas parce qu'on met de l'intelligence artificielle qu'on enlève la relation humaine. Bien au contraire, on la renforce avec plus de coachs, plus de moyens, plus d'expertise pour faire en sorte que nos élèves soient accompagnés au mieux dans leurs choix aujourd'hui et demain. Très clair, Stéphane. On va basculer maintenant sur la deuxième partie de cette conférence vidéo. Alors, on voit, et parfois le grand public en est un peu perdu, un certain nombre de mots, d'acronymes pour qualifier des accréditations, des certifications, etc. Quelle est votre analyse aujourd'hui? Comment est-ce qu'on se démarque quand on est une grande école à travers un peu tout ce jargon de l'enseignement supérieur, par exemple dans les salons ou autres? Et CSB, Equis, Samba, SPIG, ESC, on peut les multiplier. C'est ça. Grade de master, grade de licence, visa, RNCP. C'est un concours l'épine de l'acronyme, effectivement. Alors la première chose, c'est que j'ai évoqué les accréditations. Je reviens 2 mots dessus. Il y a 3 grandes accréditations internationales, ACSB, Equis et AMBA. Quand on a ces 3 grandes accréditations, on fait partie du top 1% des meilleures institutions mondiales. C'est la seule chose à retenir. Et effectivement, avoir ce qu'on appelle la triple couronne, c'est un élément extrêmement important de crédibilité dans le monde des business schools. Et vous l'avez dit, il y a tout et n'importe quoi dans le monde des business schools. Je ferai peut-être une petite différence entre les écoles de la CGE, alors je vais enlever l'acronyme, je vais parler de Conférence des grandes écoles, et les autres écoles. Les écoles de la Conférence des grandes écoles, elles confèrent toutes le grade de master, c'est-à-dire le diplôme d'État au niveau master. Ce sont toutes d'excellentes écoles. Il y en a 43. Il y en a qui sont connus, il y en a qui sont un peu moins connus, mais ce sont toutes d'excellentes écoles. Après, il y a des écoles qui n'ont pas ce grade de master. Il y en a 300 en France. Il y a du bien, du moins bien et du grand n'importe quoi. Et là, la grosse difficulté, c'est comme il n'y a pas de régulation, eh bien, c'est au contact de la réalité. C'est une fois qu'on a choisi ces écoles qu'on peut se rendre compte que c'est bien, que c'est moins bien, ou que c'est franchement pas bon. Et de temps en temps, on entend des scandales d'écoles qui ont piqué des droits de scolarité et puis qui déposent le bilan en cours de cursus. Mais il faut savoir où on met les pieds. Quand on va dans une école de la Conférence des grandes écoles, on a la garantie d'avoir une école crédible qui est sous le feu de l'évaluation de l'État. Quand on parle d'autres acronymes, il y a l'acronyme d'ESPIG, de ESC. Ça, c'est des questions de gouvernance, c'est les structures, les statuts. BSB a choisi un statut de ESC, c'est-à-dire une société anonyme à objet éducatif. On est une école qui n'est pas une entreprise au sens littéral du terme. On est plutôt une école d'intérêt général, d'utilité publique. On n'a pas vocation à gagner de l'argent. Si, on a vocation à gagner de l'argent parce qu'on doit être bien géré.
On ne doit pas claquer l'argent par les fenêtres. En revanche, quand on gagne de l'argent, on ne le distribue pas à des actionnaires, on le réinvestit intégralement dans le développement de l'école. C'est normal, c'est l'argent des familles, c'est l'argent des étudiants. Il n'a pas vocation à être distribué à des actionnaires. On a des actionnaires qui soutiennent l'école, mais qui acceptent de ne pas percevoir de dividendes et qui acceptent que l'intégralité du produit de l'activité soit réinvestie dans le développement de l'école. Aujourd'hui, il y a 7 écoles qui ont choisi ce statut de ESC, et pas des moindres. HEC, l'ESCP, Audencia, Neoma, Toulouse Business School, BSB, et j'en oublie une, Grenoble École de Management. Grenoble École de Management, très clair. Et alors justement là-dessus, en miroir avec tout ce que vous venez de dire, en tant que directeur général, comment est-ce que vous faites pour diffuser cette information ? Parce que nous, c'est quand même fréquent, les parents, les étudiants qui sortent de tel ou tel salon, de telle ou telle réunion d'information et qui sont un peu perdus, qui ne savent pas trop où donner de la tête. Comment est-ce que vous faites, vous, en tant que directeur général, pour garantir un peu qu'on perçoive BSB comme on doit le percevoir? Je réponds à la sollicitation de Totis pour avoir une interview sur le sujet. Non, on essaye d'être présent dans les médias, évidemment. C'est d'essayer d'être avec le ministère de l'Enseignement supérieur qui fait de gros efforts en la matière, le plus transparent possible, en disant il y a 2 marqueurs forts, enfin 3 marqueurs forts. Grade de master. Si vous avez une école grade de master, c'est crédible. Deuxièmement, c'est conférence des grandes écoles. Et en général, les deux vont de pair. Si on est conférence des grandes écoles, on est grade de master. Et puis troisièmement, et là c'est un cran au-dessus, si vous avez la triple accréditation, les 3 grandes accréditations internationales, vous faites partie des toutes meilleures institutions mondiales. Et là, c'est un vrai élément de crédibilité. Alors, il y a eu un certain nombre de réformes et de modifications aussi, notamment pour les grandes écoles et plus particulièrement pour les programmes grande école, master grande école. Ouais. La réforme du bac, la réforme des prépas ECG, la réforme du BUT. Justement là-dessus, comment analysez-vous les choses et qu'est-ce que ça va modifier par exemple pour BSB? Il y a beaucoup de changements et la caractéristique de notre secteur, c'est que c'est un secteur qui bouge beaucoup. C'est un secteur qui est beaucoup plus concurrentiel que ce qu'on imagine quand on est à l'extérieur. On se dit l'éducation, c'est un secteur qui est régulé, mais c'est un secteur qui est pour autant extrêmement concurrentiel. Il faut être en permanence innovant. Il faut être en permanence créatif, il faut être en permanence dans la différenciation si on veut pouvoir émerger dans ce secteur. Il faut être bon d'un point de vue académique, ce sont les grandes accréditations nationales et internationales, et il faut en même temps être innovant et créatif. Et c'est tout l'enjeu d'être très fort sur le normatif et en même temps d'être très fort sur le créatif et la différenciation. Donc c'est notre travail au quotidien. Effectivement, les grands changements, le BUT, le passage du DUT au BUT, ça fait que les élèves qui venaient en Bac+2 ne nous rejoignent pas cette année, mais nous rejoindront l'année prochaine en Bac+3. Il y a 1 an de décalage, mais on espère bien récupérer nos élèves de BUT, de DUT en BUT, et ce sont de très bons élèves qui jusque-là ont toujours été très bien intégrés dans les écoles de management. Il y a eu la réforme des classes préparatoires qui a modifié la manière d'organiser les épreuves, la manière dont sont structurées les classes préparatoires. Il y a eu un trou d'air en matière d'attractivité sur les classes préparatoires qui fait qu'il faut être encore plus innovant, encore plus attractif. Cette année, on a 2 arguments majeurs à faire valoir auprès des classes prépa. Le premier, c'est la triple couronne, les 3 grandes accréditations. On n'avait pas la 3e accréditation avant le début de cette année, donc c'est une vraie nouveauté pour nous et c'est une plus-value pour les élèves qui vont nous rejoindre. Et puis le deuxième élément, c'est Pathfinder, donc tout ce dispositif d'accompagnement qui fait qu'on était déjà très fort sur l'accompagnement étudiant et qu'on va être encore plus fort dans les années qui viennent. Voilà, donc il y a des changements en permanence. Il faut à la fois être excellent sur le normatif, c'est-à-dire sur les grandes accréditations, et il faut être très fort en termes de créativité. Pour nous, l'enjeu majeur, et c'est ce qu'on travaille tous les ans de manière extrêmement forte, c'est cette dimension d'accompagnement, de proximité avec nos étudiants, et ça marche. Quand on regarde le classement à Piat School, sur les 4 dernières années, 2 fois 3e, 2 fois 1er, c'est que manifestement, nos élèves, nos étudiants nous considèrent comme étant une école de référence en la matière. Et je tiens à souligner un élément sur ce classement, c'est que les classements en général sont des classements faits par la presse. Ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts, ils existent et ils sont parfaitement respectables. La caractéristique du classement à Piat School, c'est qu'il n'est pas un jugement externe, c'est un jugement des utilisateurs. Ce sont les élèves qui disent, voilà, on considère que notre école, elle vaut telle note
comme on le fait avec TripAdvisor, comme on le fait avec un certain nombre de services qu'on va aller évaluer sur Internet, sur eBay par exemple. Et bien là, c'est le jugement de nos élèves et on est extrêmement fiers que nos élèves nous aient placés pour 2 années de suite à la première place du classement Happy Hat School. Effectivement. Félicitations à vous. Pour revenir juste sur donc ces différentes réformes, cette année, donc il n'y aura pas d'étudiants en DUT. Non. Pour la 3e année, et ça risque d'être un peu compliqué au niveau des prépas. En tout cas, il y a eu une baisse d'un peu moins de 1000 étudiants en prépa UCG. C'est ça. Comment analysez-vous ça et quel impact pour vous pensez-vous en 2023 ? Alors le passage du DUT au BUT, l'impact il est sur une année, c'est-à-dire qu'on sait que les élèves qui ne sont pas venus à l'issue de leur bac plus 2 viendront à l'issue de leur bac plus 3, donc c'est une période de transition qu'on avait anticipée, préparée, donc il n'y a pas de surprise du tout de ce point de vue-là. Côté prépa, ça a été une surprise pour toutes les écoles et puis pour les prépas. Cette perte d'attractivité il y a 2 ans en arrière qu'on retrouve au concours cette année, il faut être meilleur. Il faut être bon, il faut être attractif, il faut être convaincant et on est extrêmement fort à BSB sur l'expérience étudiant, à commencer par l'accueil des admissibles au moment du concours. On invite tous les candidats de prépa à venir passer les oraux à BSB, à découvrir BSB et je suis sûr qu'ils repartiront complètement convaincus. Effectivement, merci Stéphane. Alors juste pour terminer là-dessus, AST1, enfin le concours AST admission sur titre, est-ce qu'il, selon vous, va disparaître ? Est-ce que, ou à terme, est-ce que vous pensez quand même trouver un vivier de candidats de L2 ou de BTS ? Alors il y a des L2, il y a des BTS, il y a des prépas, en particulier les prépas ENS. Donc il y a un vivier qui demeure, qu'il s'agit de travailler, qu'il s'agit de faire grandir, qu'il s'agit d'accompagner. Maintenant, les DUT représentaient à peu près 50% de ce vivier. Donc on a perdu 50%, mais il reste 50%. Et puis les DUT, on les retrouvera en passerelle 2 l'année prochaine. Très clair. Je vous propose maintenant qu'on ouvre un peu le chapitre de l'alternance. Il y a eu un grand boom ces dernières années. Là aussi, en tant que directeur, comment est-ce que vous avez fait pour attirer des étudiants en apprentissage et qu'est-ce que ça a changé fondamentalement pour BSB ? Alors, ça a changé factuellement un point. On est passé de grosso modo 250 apprentis au total à BSB à près de 1000 apprentis aujourd'hui. Donc, on a multiplié par 4 le nombre d'étudiants en situation d'apprentissage. Donc, ça a été un changement assez massif. Qu'est-ce que ça apporte l'alternance ? C'est une excellente nouvelle. D'abord, il faut quand même le dire, c'est une excellente nouvelle. Pendant des années, on a eu des hommes politiques et des femmes politiques qui nous disaient il faut atteindre les 500 000 apprentis. Ils commençaient à 300 000, ils finissaient à 250 000. Donc, ils étaient dans les déclarations, mais pas franchement dans les résultats. Là, on a eu un gouvernement, peu importe les partis pris politiques, on a eu un gouvernement qui a dit il faudrait 750 000 apprentis. Ils sont à 800 000 aujourd'hui. Ils ont mis les moyens. Ça coûte cher à la collectivité. Mais franchement, quelle réussite! Et quelle réussite extrêmement positive parce que l'apprentissage, c'est quoi ? C'est d'abord une pédagogie extrêmement valorisante. C'est pas parce qu'on est en entreprise et à l'école qu'on travaille moins en école ou qu'on apprend moins en école. J'en veux pour preuve le fait que souvent les majors de promo à l'école sont des élèves en apprentissage. Donc ça veut dire qu'on acquiert l'exigence de l'excellence parce qu'on est en entreprise, parce qu'il faut travailler en entreprise et qu'il faut travailler à l'école. Deuxièmement, c'est un formidable levier pour la diversité. C'est un formidable levier pour les étudiants en difficulté financière. Parce que quand on est en alternance, on est payé, on a un salaire qui est une fraction, un pourcentage du SMIC, entre 60 et 70% en fonction de son âge. Et puis, on a ces études qui sont payées. Ça veut dire qu'une grande école de management qui coûte cher, et il faut le dire, ça coûte cher, elle peut être payée intégralement grâce à ce système d'alternance qui permet à des étudiants de faire leurs études en étant payés, en acquérant de l'expérience en entreprise, en créant leur réseau entreprise, et puis en ayant leurs études elles-mêmes payées. Donc c'est que du bénéfice, c'est que du bonheur l'alternance. Effectivement. Alors souvent il s'ébruite que dans 1 an, l'année prochaine, alors ça fait déjà plusieurs années qu'on entend ça, il y aurait la fin des aides de l'État et puis peut-être, qu'en pensez-vous de ça ? Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Alors il y a 2 choses. Il y a le financement de l'apprentissage et il y a les aides au recrutement d'apprentis. Les aides au recrutement d'apprentis, c'était le quoi qu'il en coûte.
Ça a permis d'accélérer l'apprentissage au moment de la crise de la Covid. L'État rabote année après année 8 000 euros, 7 000 euros, 6 000 euros. Ils vont encore raboter, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que les entreprises ont pris le pli de l'apprentissage. Elles savent qu'elles recrutent des étudiants qui sont des étudiants compétents, motivés, qu'elles vont former, qu'elles vont souvent garder à l'issue dans un contexte de recrutement qui est tendu. Donc si les aides se réduisent, si elles se réduisent pas trop brutalement, ça s'absorbera et c'est pas trop grave. La deuxième dimension, c'est le financement de l'apprentissage. Et là, l'État a compris qu'il fallait pas trop raboter. Et si on reste au niveau actuel, eh bien, l'alternance continuera de se développer dans d'excellentes conditions. Dernier chapitre de cette conférence vidéo, c'était sur les nouvelles approches pédagogiques. Depuis 2020, il y a eu beaucoup de nouveautés, de bouleversements. Qu'est-ce que ça a changé concrètement pour prendre l'exemple de BSB ? Alors effectivement, durant la période de la Covid, il y a eu un basculement intégral en distanciel au moment où il y a eu le confinement. Ça a été une expérience, extrêmement positive qui a permis à nos professeurs de mesurer tout l'intérêt du distanciel, non pas pour se substituer à la salle de classe, on est fondamentalement attaché à la salle de classe et au face-à-face pédagogique. En revanche, ça apporte plein de leviers de compléments. Ça permet de travailler en amont, ça permet d'animer des groupes d'étudiants, ça permet de travailler en aval. Bref, il y a toute une pédagogie qui a pu s'appuyer de manière beaucoup plus évidente sur le distanciel, sur les outils synchrones, les outils asynchrones, qui font que les étudiants peuvent suivre à distance, en direct ou en différé. Il y a plein d'outils qu'on a intégrés dans notre pédagogie. Donc il y a aussi des dispositifs qui ont été mis en place avec des partenaires comme Google, comme l'AMF, comme LinkedIn, qui font que nos élèves, au-delà d'avoir des cours classiques, vont valider un certain nombre de certificats, qui sont des certificats non pas de connaissances, mais de compétences techniques dans le domaine du digital, dans le domaine de la certification bancaire, dans le domaine du recrutement, et ça permet d'avoir des éléments de complément qui viennent valoriser des expériences. Pour terminer aussi, autre question, c'était par rapport un peu à toutes les nouvelles innovations qu'on a entendues ces derniers mois. Comment faites-vous pour que vos programmes restent en lien avec les actualités et les innovations ? On travaille en permanence avec les entreprises. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer en permanence nos programmes ? On marche sur deux jambes. Une jambe qui est le lien avec les entreprises, c'est-à-dire les besoins qui sont exprimés par les entreprises en matière d'expertise. Je vous donnerai un exemple. Au cours des 5 dernières années, le monde du marketing a été pulvérisé. Le marketing traditionnel tel qu'on l'apprenait à nos étudiants avec les 4P a complètement changé sous la pression du digital et en particulier du big data. Moi, j'ai souvenir il y a quelques années d'étudiants qui disaient « je fais du marketing parce que je suis nul en maths et que je veux pas aller en finance ». C'est fini ça. C'est fini parce qu'aujourd'hui, ce qui fait le marketing, c'est l'acquisition de données, c'est le big data qu'on va derrière utiliser pour pouvoir cibler de manière extrêmement précise des étudiants. Donc ça, on le fait en lien avec les entreprises d'une part. Et puis le deuxième versant, c'est du côté de la faculté, la recherche. Le fait d'avoir une expertise de pointe en permanence, nos enseignants-chercheurs contribuent à créer la connaissance à travers la recherche et à faire ce lien avec le monde des entreprises. Merci Stéphane d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand merci. On espère que ce nouveau format vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Totis et on se retrouve très prochainement. Salut. Au revoir.